Bonjour et bienvenue à Sophia Antipolis, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous nous trouvons à une vingtaine de kilomètres de Nice, dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Le parc d'activités de Sophia Antipolis est un site de haute technologie et un centre de recherche scientifique. L'idée de réaliser la technopole actuelle est née en 1968. Pierre Lafitte, sénateur et président de la Fondation Sophia Antipolis, est le père du site. Je l'ai interviewé. Monsieur le sénateur, d'où vient le nom de Sophia Antipolis ? Alors, Sophia, c'est le nom grec de la sagesse et c'est aussi le prénom de ma première femme. Et Antipolis, c'est le nom grec de la ville d'Antibes et c'est en même temps un jeu de mots sur l'antiville, puisque j'avais parlé d'un quartier latin aux champs, d'une ville à la campagne, quelques années avant de créer Sophia Antipolis. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, cette région ? Eh bien, l'une des raisons importantes, c'est que j'y suis né. Je suis né à Saint-Paul dans les Alpes-Maritimes, mais aussi parce que l'aéroport de Nice, d'une part, et la tradition internationale de la Côte d'Azur justifiaient la création d'une cité internationale de la sagesse, des sciences et des techniques. Combien de sociétés sont implantées sur le site ? Aujourd'hui, environ 800 raisons sociales, mais la plupart de ces sociétés sont des très petites sociétés qui sont nées ici, se développeront ici. Il y a environ une soixantaine de sociétés qui ont plus de 50 personnes sur le site. Certaines sont d'origine française, d'autres européennes, d'autres américaines ou même japonaises. Combien de personnes y travaillent ? Il y a actuellement de l'ordre de 16 à 17 000 personnes qui travaillent sur le site de façon directe. Mais si on tient compte des emplois induits par ces personnes, des emplois qui résultent de l'existence de ces personnes, cela fait vivre plus de 150 000 personnes dans le secteur. Quel est, en gros, le pourcentage d'étrangers sur le site ? Bien, il y a environ 30 à 40% d'étrangers, surtout dans le personnel cadre et chercheurs et ingénieurs, et des étrangers de nationalités très diverses, puisqu'on compte plus de 40 nationalités, et qu'il existe d'autre part un lycée international, un collège international, dans lequel sont représentées une cinquantaine de nationalités. Quels sont les domaines représentés ? Alors, les domaines d'activité sont évidemment les domaines qui sont liés aux technologies les plus modernes, notamment les technologies de l'information, informatique et télécommunication, mais aussi les technologies telles que celles qui ont trait à la biologie, à la médecine et d'une certaine façon aux divers domaines de la physique ou de l'énergie. Sophia, la sagesse, et Antipolis, Antibes. Tout le monde connaît cette région, la Côte d'Azur, mais Sophia Antipolis, un coup d'œil sur la carte va vous aider. Voici Nice et son aéroport, Cannes et Antibes. Et à quelques kilomètres de là, Sophia Antipolis, un site immense où il est facile de se perdre. 800 raisons sociales y sont implantées, 800 sociétés de plusieurs nationalités. La raison sociale, Firma, la raison sociale. 16 à 17 000 personnes travaillent à Sophia Antipolis. Leurs domaines sont l'informatique, la télécommunication, la biologie, la médecine, la physique, l'énergie. De nombreux métiers y sont représentés, mais il y a un grand nombre d'ingénieurs et de chercheurs sur le site. Le chercheur, Forscher, le chercheur. Parmi les étrangers qui travaillent à Sophia Antipolis, beaucoup ont une situation de cadre. Le cadre, Leitender Angestellter, le cadre. Si vous avez envie de découvrir quelques aspects de Sophia Antipolis, suivez-moi.
Les chercheurs, ingénieurs et cadres qui travaillent sur le site de Sophia Antipolis déjeunent dans un des restaurants interprofessionnels. Nous y accompagnons une des chercheurs. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Ovini, je suis ingénieure au CNET à Sophia Antipolis. Après le déjeuner, j'ai rendez-vous avec Marie-Paul. Vous pouvez nous parler de votre formation scolaire et universitaire ? Oui, donc j'ai passé un baccalauréat C, puis j'ai fait une année d'école préparatoire HEC. J'ai ensuite fait 2 années d'IUT d'informatique à Clermont-Ferrand, 2 années de maîtrise de micro-informatique à Annecy. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis et j'ai fait un master en electrical engineering. En combien de temps avez-vous obtenu ce diplôme ? Généralement, c'est un peu particulier, c'est vrai. Généralement, c'est un diplôme qui s'obtient en 2 ans. C'est le temps que passent les Américains pour passer le diplôme. Mais j'avais une bourse d'études, donc pour rester là-bas 9 mois, une bourse d'entreprise. Et donc, j'ai essayé d'avoir le diplôme en 9 mois. Où avez-vous travaillé ensuite ? Ensuite, je suis revenue en France et j'ai travaillé pour Hewlett-Packard à Grenoble. Depuis combien de temps êtes-vous au CNET ? Bientôt 1 an et demi. Comment voyez-vous l'avenir ? Sur un plan professionnel, disons qu'on a le même métier avec mon mari. On travaille pour 2 sociétés différentes, mais on fait un peu la même chose. Donc on peut être amené à avoir des opportunités professionnelles, je dirais. Au niveau de France Télécom, c'est un grand groupe qui offre des opportunités à ses employés et qui favorise la mobilité. Donc je pense que je bougerai. Marie-Paul commence son travail à 9h et part entre 17h30 et 18h. La liste des diplômes de Marie-Paul est très longue. Bien sûr, elle a le baccalauréat. Le baccalauréat. Abitur. Le baccalauréat. Marie-Paul a un baccalauréat C, donc mathématiques. Après, elle a fait une année préparatoire HEC. Une année préparatoire, c'est une classe spéciale qui prépare à entrer dans une grande école, une école d'élite, comme par exemple HEC. HEC, c'est l'école des hautes études commerciales. Mais Marie-Paul n'a pas continué dans ce sens. Elle a préféré changer et étudier l'informatique en 2 ans, dans un IUT, un institut universitaire de technologie. Puis, elle a continué en micro-informatique à l'université, où elle a obtenu un diplôme, une maîtrise. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, elle est partie aux États-Unis pour faire un master, avec une bourse d'études de 9 mois, donc avec de l'argent pour 9 mois. La bourse d'études. Stipendium, la bourse d'études. Une fois rentrée en France, elle a travaillé à Grenoble et est maintenant au CNET à Sophia Antipolis. Reprenons quelques phrases importantes. Je suis ingénieure au CNET à Sophia Antipolis. Je suis ingénieure au CNET à Sophia Antipolis. J'ai passé un baccalauréat C. J'ai passé un baccalauréat C. Je suis partie aux États-Unis et j'ai fait un master. Je suis partie aux États-Unis et j'ai fait un master. Mais j'avais une bourse d'études. J'avais une bourse d'études. Monsieur André, le directeur du CNET, a bien voulu me recevoir et me faire visiter sa société. Le CNET, le Centre national d'études des télécommunications, travaille en grande partie pour France Télécom. Monsieur André, le directeur du CNET, m'attend déjà. Monsieur André. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me décrire le fonctionnement du CNET Sophia Antipolis ? Oui, le CNET est un centre de recherche
Donc on y trouve des chercheurs qui développent des services de télécommunication, des responsables qui définissent leur plan de travail, et également des secrétariats qui sont là pour s'occuper du courrier et faire fonctionner le site. Combien de personnes travaillent ici ? Environ 60 personnes. Est-ce que vous avez de temps à autre des stagiaires ? Oui, tout à fait. Nous accueillons très régulièrement des stagiaires, en moyenne entre 10 et 15 tous les ans. Bien. Voilà, nous allons commencer la visite. Oui. Et ici, vous avez la bibliothèque, dans laquelle on trouve des revues, des livres, et aussi des disquettes et des vidéos. Combien de revues avez-vous ici environ ? Nous avons ici plus d'une centaine de revues, en français et en anglais, que les chercheurs utilisent pour leurs travaux. Voici une de nos salles de réunion. Oh, excusez-moi. Ils sont en train de travailler. On va les laisser. Bien. J'aurais besoin du numéro de téléphone d'un taxi sur Sofia. Voilà votre numéro. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc mon numéro de téléphone. Avec le Minitel, on peut éviter d'avoir des annuaires papier. On réussit à avoir des numéros de téléphone dans toute la France, rien qu'en utilisant cet équipement. C'est très pratique. Voilà, une petite réunion impromptue. Ça arrive assez souvent que les gens se réunissent comme ça pour travailler tranquillement. Donc vous avez ici la salle des terminaux et des imprimantes. Un document est donc sorti de cette imprimante. Les chercheurs peuvent, depuis leur bureau, n'importe où dans le bâtiment, sortir des documents sur les imprimantes qui sont dans cette salle. J'ai rendez-vous avec Marie-Paul. Entrez. C'est encore moi. Bonjour. Vous asseyez. Merci. Comment travaillez-vous ? Seul ou en équipe ? Je dirais que mon travail d'étude est essentiellement individuel. Mais je rencontre des gens qui font de la normalisation et puis des gens qui spécifient des produits pour France Télécom. Quel est votre rôle au CNET ? Je travaille dans le domaine de l'administration des réseaux d'entreprises pour France Télécom. J'étudie donc les normes d'administration de réseau et je définis des règles d'architecture pour les produits de France Télécom, en administration de réseau toujours. Ensuite, je travaille donc avec les spécifieurs, ce sont les gens qui spécifient les produits pour France Télécom, de manière à ce qu'ils suivent ces règles. Quels sont vos instruments de travail ? J'étudie donc les normes des documents papier, j'étudie donc les spécifications des produits de France Télécom, qui sont également des produits papier, et je définis des règles avec un ordinateur, donc je fais du traitement de texte. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer en France ou à l'étranger ? Oui, ça m'arrive. En fait, je suis en relation donc avec les gens qui normalisent. Ce sont des organismes internationaux, donc il y a des réunions. Et je suis également en relation avec les gens qui spécifient des produits pour France Télécom au sein du groupe. Donc j'ai également des réunions avec ces gens-là. Merci. Je vous accompagne ? Oui. CNET, ça veut dire Centre national d'études des télécommunications. Les chercheurs qui y travaillent développent, donc créent de nouveaux systèmes. Lors de ma visite, j'ai vu la salle des terminaux et des imprimantes. Tous les chercheurs du CNET travaillent sur des ordinateurs qui sont reliés à un point central. Le terminal, les terminaux. Zentralrechner. Le terminal, les terminaux. Dans la même pièce, les imprimantes leur permettent de sortir leur travail sur papier. Et Marie-Paul, que fait-elle au CNET ? Elle travaille dans l'administration des réseaux d'entreprises. Le réseau, Netz, Vernetzung.
Le réseau. Des réseaux, il y en a partout aujourd'hui. Vous connaissez tous le réseau téléphonique. Et lorsque vous achetez un billet d'avion, l'ordinateur demande à une centrale s'il y a une place dans tel avion, tel jour. Cela fonctionne par un réseau, une relation entre l'ordinateur et la centrale. Pour ces réseaux, on a créé des normes, des règles. Marie-Paul les étudie et les adapte aux produits de France Télécom. Elle les définit. Elle a peu d'instruments de travail, des documents papier et un ordinateur sur lequel elle fait du traitement de texte. Le traitement de texte. Textverarbeitung. Le traitement de texte. Et puisque nous parlons d'ordinateur, je vous propose un peu de vocabulaire. Un ordinateur, comme celui-ci, est composé d'un disque dur et d'un lecteur de disquette. Le disque dur. Festplatte. Le disque dur. Le lecteur de disquette. Diskettenlaufwerk. Le lecteur de disquette. Pour écrire, j'ai un clavier. Et pour voir ce que j'écris, j'ai un moniteur. Pour travailler plus facilement, pour sélectionner un menu, je peux utiliser une souris. Si je veux écrire une lettre, je charge un programme de traitement de texte et lorsque j'aurai entré mes données, je les sauvegarderai. Entrée des données. Daten eingeben. Entrée des données. Sauvegarder des données. Daten speichern. Sauvegarder des données. Après cela, je pourrais faire imprimer ma lettre. Mais changeons un peu de sujet. Je vous emmène à l'école des mines de Sophia Antipolis. L'école nationale supérieure des mines de Paris, dont le sénateur Laffitte a été le directeur, a un centre à Sophia Antipolis. Qu'est-ce qui vous a amené à l'école des mines, à entrer à l'école des mines? Eh bien, c'est après un diplôme d'ingénieur généraliste. Il m'a paru intéressant d'acquérir une première spécialisation, enfin qui reste toutefois assez globale, mais qui me permet de m'orienter dans un domaine qui m'intéressait particulièrement. Dans mon cas, c'est un petit peu différent. J'ai aussi une formation d'ingénieur, mais j'étais déjà spécialisé dans le domaine des matériaux. Mais il se trouve qu'au cours de mon cursus, j'ai fait des stages dans l'industrie. Et j'ai fait beaucoup de stages dont le sujet portait sur les polymères. Et j'ai voulu, acquérir une spécialisation dans le domaine des polymères en particulier. Quels sont vos projets d'avenir? En ce qui me concerne, je souhaiterais donc trouver un poste d'ingénieur dans l'industrie, mais éventuellement un poste de recherche et développement, puisque la formation qu'on a ici nous rapproche, enfin nous met en contact, si je puis dire, avec l'aspect recherche dans ce domaine. Et vous? Et moi aussi, dans l'immédiat, c'est trouver un travail, puisque nous sortons de l'école à la fin de l'année. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est éventuellement faire un petit peu peut-être une carrière internationale, aller travailler un peu à l'étranger. J'ai déjà travaillé un petit peu en Allemagne. Et je voudrais peut-être retourner en Allemagne ou bien aller en Angleterre aussi, peut-être. Essayer de trouver un poste à l'étranger. Je vous remercie. L'école des mines est une grande école qui reçoit des ingénieurs diplômés et leur permet d'acquérir une spécialisation. Vous avez compris ce qu'étudient ces deux jeunes gens? Non? Il s'agit des matériaux polymères, des matériaux plastiques. Revenons à Marie-Paul, mais cette fois-ci en privé. Marie-Paul Odini habite à Cagnes-sur-Mer, une petite ville entre Nice et Antibes. Elle a 2 enfants. Raphaël a 20 mois et Laetitia a 4 mois.
il fait un château. Tu fais un château? Tu fais un château avec le sable? Oui. Le monsieur, on le met en haut du château. Parlez-nous de vous, de votre vie privée. Comment arrivez-vous à travailler tout en ayant 2 enfants encore très jeunes? C'est conciliable, mais c'est une question d'organisation. En fait, j'ai une nounou donc, qui vient le matin. Elle arrive à 8h30, l'heure à laquelle à peu près je pars. Ah, Laetitia? Voilà, doucement, Laetitia. Doucement. Bon, je pars des fois un petit peu plus tôt, mais mon mari me relaie, on s'arrange. Et elle reste jusqu'au soir, 6h, heure à laquelle j'arrive. Et dans la journée, elle s'occupe des enfants. Et le soir, je prends le relais. On fait manger les enfants. Enfin, mon mari arrive vers 7h, donc on mange. Le soir, on baigne les enfants. Et puis, ils sont couchés vers 9h30, 10h. Donc, on a le temps quand même de s'amuser avec eux et de travailler dans la journée. Justement, préféreriez-vous rester chez vous plutôt que travailler? Personnellement, non. J'ai fait des études, j'ai un métier et j'aime mon métier, donc je préfère travailler. Je m'organise de manière à pouvoir concilier les deux et c'est une solution pour le moment qui me satisfait. Quand faites-vous vos courses, votre ménage? Votre mari vous aide peut-être? C'est vrai que mon mari m'aide beaucoup. En fait, on a décidé d'avoir 2 enfants et puis on a décidé de partager les rôles dans la mesure où on travaille tous les deux. Et nos courses, on les fait le soir. On y va tard le soir, généralement le lundi soir pour qu'il y ait moins de monde. Et en fait, c'est un petit peu une sortie même pour les enfants parce qu'ils aiment beaucoup. Oui, c'est parfait. Prendre des yaourts. On va prendre des yaourts. Voilà. Je vais prendre du beurre, Marie-Paul. Non, on en a, je crois. Non, il reste plus. Merci. Est-ce que vous avez un passe-temps, des loisirs? Je dirais que maintenant, depuis que j'ai les enfants, mes loisirs, ce sont les enfants. On s'arrête. Le feu, il y a le feu dans la forêt. Ça, c'est encore Mowgli. Mowgli, petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est un palmier. Oh, c'est un vilain, ça. Et ça, qui c'est? Un gros bavard. Ça se peut. T'es contente? T'es contente? Ah oui, alors. Hop là. Hop là. Allez. Un petit sampo. La petite fille. Dis donc, ça sent bon, ça sent. Quand ils en ont le temps, Marie-Paul et son mari Hervé vont se promener à Antibes avec leurs 2 enfants. Petit lapin, qu'est-ce qu'il fait le petit lapin? Joli, hein? Avant de rentrer, ils passent par le vieux port. Marie-Paul travaille toute la journée. Si elle arrive à concilier, à organiser vie de famille et vie professionnelle, c'est surtout grâce à sa nounou, sa gardienne d'enfants. Dominique, la jeune nounou, s'occupe des enfants jusqu'à ce que Marie-Paul rentre chez elle pour prendre le relais, pour reprendre sa place. Marie-Paul et son mari Hervé ont décidé de se partager les rôles, de faire chacun une part du travail. Alors, il n'est pas étonnant que Marie-Paul continue à travailler. Et les loisirs? Elle dit que ce sont ses enfants, bien sûr. Nous retournons une dernière fois à Sophia Antipolis pour voir comment les gens qui y vivent occupent leur temps libre. Vous y reverrez également le sénateur Lafitte. Mais avant, je vous quitte. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois en Languedoc-Roussillon. La Cité de la Sagesse est non seulement un site où l'on travaille, mais encore où l'on se détend, par exemple au tennis,
au basket ou au golf. Comment voyez-vous l'avenir de ce site ? Eh bien, notre avenir, je le vois surtout dans un renforcement de l'action culturelle au sein du parc de Sophia Antipolis. Culturelle au sens large, c'est-à-dire aussi bien culture scientifique, culture économique que culture tout court. Nous avons une organisation spéciale qui s'occupe de mettre en place des concerts, des expositions, des quantités d'événements culturels et nous donnons un petit peu un esprit universel à cette région qui, sur le plan économique, n'était pas une des régions les plus actives de France. Le sénateur, originaire de Saint-Paul, nous a parlé des activités culturelles. La Côte d'Azur est le coin des musées d'art. Rendons visite à la célèbre Fondation Mag qui a ouvert en 1964 à côté de Saint-Paul. C'est un lieu de rencontre entre la nature et l'œuvre d'art. Les sculptures de Miro, de Zadkine, de Giacometti et de nombreux autres artistes se donnent rendez-vous dans ce jardin. Paul Bury, un sculpteur belge, a créé cette fontaine. Les passionnés d'art contemporain peuvent voir ici des expositions temporaires ou se promener dans le jardin et regarder les créations ludiques telles que celles de Miro.